Bonsoir à tous. Au moment où le monde entier est confronté à un état d'urgence sanitaire, la riposte Covid-19 suscite un vif débat dans les milieux scientifiques et politiques au Cameroun. Plus d'une semaine après la mise en application des mesures gouvernementales, la pandémie de coronavirus prend une ampleur inquiétante. Ce soir, ce dimanche 29 mars 2020, 139 cas confirmés viennent d'être enregistrés au Cameroun, 6 décès des suites de Covid-19 et 4 personnes qui ont été testées négatives. Elles ont retrouvé la santé, précise le ministre de la Santé publique concernant des nouveaux cas guéris de Covid-19. Et parmi les nouveaux cas positifs, le ministre de la Santé publique précise qu'y figurent 16 passagers du fameux vol Air France du 17 mars 2020. Et dans le monde, l'on enregistre 710 918 cas positifs de coronavirus, dont 33 000 morts, selon les dernières statistiques mondiales. Quelle est l'évaluation de la gestion du Covid-19 au Cameroun? Qu'est-ce qui explique cette vague meurtrière liée au coronavirus? Quel en est l'impact sur le plan social, sanitaire et économique? Le plan des ripostes prendra-t-il en compte les réalités sociales et économiques pour éviter un choc de longue durée au Cameroun? Quel est le regard des experts camerounais sur le débat scientifique autour du traitement à base de chloroquine? Ce soir, mesdames, messieurs, c'est l'heure de vérité pour le professeur François-Xavier Mbopikeou, expert en microbiologie, également en virologie médicale. Il est l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Noufélé. Je vous sais gré de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes chef de département de microbiologie à la faculté de médecine à l'université de Yaoundé 1. Vous êtes également membre de plusieurs comités scientifiques onusiens et vous publiez des travaux scientifiques dans des revues de renom à travers le monde. Et pour respecter le minimum de précautions liées au coronavirus, nous avons modifié la configuration du plateau de cette émission La Vérité en face. Pour la première partie de cette émission, je serai en compagnie de Jonathan Babila. Jonathan, good evening. Good evening, Cedric. Good evening, viewers. Thanks for joining us in this edition of La Vérité en face on Equinox Television. Good evening, Professor. Good evening. Welcome to the program. You're welcome. Thank you. Je précise que Jonathan Babila interviendra en première partie de cette émission et dans la deuxième partie, Duval Fongoa sera avec nous sur ce plateau afin de pouvoir interviewer le professeur François-Xavier Mbopikeou. Professeur, il y a 730 000 cas de coronavirus à travers le monde, 33 000 décès enregistrés des suites de cette pandémie. Comment expliquer cette vague meurtrière liée au coronavirus? Merci, monsieur Noufélé. Peut-être d'abord à la vérité, je ne devrais pas frustrer mes collègues, parce que quand vous dites que je suis chef du département de microbiologie, j'aimerais rajouter qu'il y a aussi la parasitologie, il y a l'hématologie, il y a les maladies infectieuses qui font partie du département. Donc vous comprenez que ce n'est pas seulement l'unité de microbiologie qui va s'accaparer cet insigne honneur, c'est tout un département des hommes et des femmes qui sont dévolus à la lutte contre les maladies. Ayant dit ceci, le monde est vraiment en guerre. Pour une fois, on a une crise d'une dimension sans précédent. Peut-être, si vous le permettez, avant de parler de cette énorme crise, à la fois sanitaire, touche l'homme, et aussi économique, ça on va voir des implications, mais aujourd'hui, il s'agit de sauver des vies. Vous allez sûrement me permettre d'éclairer tout ce qui nous regarde sur ce qu'est le coronavirus, ce qu'est la dynamique de la transmission du virus. Comment le virus peut-il passer d'une personne malade à une personne saine? Comprendre ces mécanismes vont nous amener aux stratégies de prévention. Peut-être, si vous en avez convenance. Je vous en prie. D'abord sur le coronavirus, surtout ce Covid-19. De quoi il s'agit concrètement? Voilà. Il est important de dire à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui
ce n'est pas un nouveau virus banal de la rue dont on a affaire aujourd'hui. Peut-être revenir à l'histoire même des coronavirus et dire que ce virus existe longtemps chez l'animal. On parle en termes scientifiques de zoonose. Il est passé de l'animal à l'homme. Donc vous comprenez que notre environnement aussi pluriel, on doit comprendre que notre interaction, le fait d'être avec l'animal, peut être aussi un facteur qui peut jouer sur notre santé et même sur notre environnement. Maintenant, dire que c'est depuis 1960, qu'on a mis en évidence 2 variantes chez l'homme. Ces 2 variantes, sur 13 de l'animal qui sont passées de l'animal à l'homme, ont été à l'origine de 2 mutations sévères. Lesquelles? Disons d'abord que, parlons d'abord de ces 2 variantes qui passent de l'animal à l'homme, sont isolées chez des sujets enrhumés, le rhume. Donc, il ne s'agit pas ici d'un virus de la grippe étant de la famille des virus que l'on appelle les influenzavirus, les orthomyxoviridés, mais le symptôme, les signes précurseurs s'apparentent à la grippe. C'est un groupe, au virus de la grippe. C'est un virus tellement virulent et pathogène. Les 2 variantes qui vont chez l'homme vont d'abord développer ce que l'on a appelé le SARS, le syndrome respiratoire aigu. Ce SARS va se mettre en évidence en 2002, encore en Chine, à Guangdong. Et ensuite, on aura le MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui va se développer en Arabie Saoudite, mais à des degrés plus ou moins sévères. Et maintenant, ce Covid, qui est de son nom scientifique le SARS-CoV-2, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le COVID-19, qui, nous savons aujourd'hui que ce virus commence à se mettre en évidence au mois de novembre. C'est ce qu'on nous dit. Novembre 2019. D'où COVID-19. And so today, Doctor, or Professor, we are talking about a new type of Yes. the virus today. What do you have to say about this new type? Yes, that is what I'm talking about. This led to this mutation of this virulent type. I think I will have later to come back on 3 important mechanisms. What do we have to know when we deal with viruses? That is, we have the virus load. When you have a high viral load within your body, we'll also talk about the antibody response, and we'll talk about the virulence of a strain. When a strain is very virulent, that is a type we have today, it causes the damages we have today. Does that explain the speedy increase of the number of cases and deaths around the world? It clearly explains the speed of the cases. I think I have the justice to say that the lady who first looked at this virulence of strains was called Eva Maria Fenio, who said that there are rapid high viruses and then slow low viruses. That is, lower replications and higher replications. You don't handle the 2 viruses the same way. Maybe I may want to elaborate more to tell you that once I've already discussed those 3 aspects, maybe I should come back to what is clearly the rate of contagiousness. That is, how can a person take the virus from one to another? Justement, on arrive à une préoccupation importante au moment où le monde enregistre 730 000 cas de coronavirus, 33 000 personnes qui sont décédées des suites de cette pandémie, dont une personnalité de renommée mondiale comme Manu Dibango et bien d'autres personnalités politiques en France, aux États-Unis et même dans d'autres pays européens et même dans la sous-région Afrique centrale. Comment on en arrive à une telle contamination? Comment on est passé du stade d'une épidémie
d'abord à une pandémie, comme l'a indiqué l'OMS? Merci, Monsieur Noufele. Je vous expliquerai vraiment les mécanismes de transmission de ces virus, mais je ne saurais passer sous le boisseau un mot pour une icône, pour une image, pour quelqu'un qui a représenté le Cameroun, l'Afrique, le monde à un très haut niveau, notre Sébastien Bach. Je pense sincèrement que ça nous démontre à suffire, ça montre vraiment que le virus n'a pas de distinction, il n'a pas de respect pour les gens célèbres. Et qu'en réalité, il nous ramène à beaucoup plus d'humilité, qu'on comprenne que l'on soit grand ou petit. On a cette humilité de voir que la mort, finalement, ce virus ne choisit pas. Mais il est beaucoup plus important de venir ici, peut-être rappeler des termes simples, peut-être simples, mais qu'on comprenne bien comment est-ce qu'un virus peut aller rapidement, comment il peut infecter l'homme. J'aimerais ici, ayant parlé au départ avec M. Babila, de 3 paramètres qui peuvent nous faire comprendre la dynamique, comment il va avancer rapidement dans une population. J'ai parlé de la charge virale, la quantité de virus qui va circuler. J'ai parlé du taux d'anticorps, comment le corps va réagir, et j'ai parlé de la virulence des souches. Mais il y a une notion importante quand on est dans la dynamique d'une réplication virale. Il y a un terme précis que l'on appelle le R0. Ce R0, M. Noufele, ce R0, quand il est inférieur à 1, vous avez une infection qui passe de manière silencieuse, vous vous en apercevez même pas. C'est ce qui arrivera chez beaucoup de gens asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de signes d'infection. Et heureusement, ils sont 80%, tout au moins dans la littérature. Mais ils sont porteurs du virus, ça on va revenir, pour dire qu'en réalité, ces gens sont porteurs mais peuvent éventuellement transmettre le virus. Ça devient compliqué. Quand ce R est égal à 1, on a une infection qui est là présente mais constante, dynamique ou pas, qui peut toujours influer sur des sujets qui sont faibles. On va revenir quand on parlera des anticorps. Et quand ce R est supérieur à 1, je rappelle que la grippe saisonnière dont on parle, son R est toujours autour de 1,2, elle fait son temps et passe. Mais la magnitude de ce covirus se situe entre 4 et 9 et même 10. Et on ne sait pas jusqu'où elle va aller. Ayant dit ceci, j'aimerais revenir à un autre mécanisme. Nous allons après comprendre le problème de la quarantaine. Mais il est important de se demander pourquoi cette virulence aussi forte? Pourquoi est-ce qu'elle touche autant de gens? Pourquoi est-ce qu'elle passe d'une personne à l'autre? And the question is how? How does it go from one person to the other so fast? Just try to see. The virus at the surface has what you call a receptor. That is, like you have your handle. It has a receptor, which is called AC2. And within that receptor, the protein will come and attach to the receptor. And how the viral will get into the receptor and then get into the body and then be at the origin of this cascade of reactions. When talking about this cascade, the scientific, you have a release of what you call cytokines, which are factors of the gut. The cytokines may be called interleukin, TNF, or whatever. But that army can be called whatever you can call it, the army, Victoire, Paul, Pierre, or whatever. So just to tell you that. And behind that army, you have another army, which is called complement. You may have in Cameroon, and again another supporting team, which comes together when you have an infection in your body. Now, when you have a breakthrough, when those components which are supposed to defend the body happens that the body is so strong enough to conquer the virus, then you have nothing. When they are defeated, that is
everybody that's all around. The virus just now affect all the components of your body, and that is why we should better be in a position we stop multiplication before we have this cascade. I think we're talking about means in terms of recognize, be more how people get control COVID-19. Those are actually, once you've understood, okay, now you understand our preventive measures. The virus, first, I spoke earlier about the receptor and a protein linked to the receptor. Do you know that the membrane is a glycol is made up of lipids? Okay, when you use your soap, you wash the hands. This will wipe out that receptor, and the protein will not be able to get to the receptor and then infect the person. So, when we said wash your hands or avoid shaking hands, you see that you are already in a position to transmit the virus. By shaking hands. Because you shake hands, because you've not washed your hands, you shake the hands, the virus and the receptor are there, then you transmit the virus to the person. When we say don't practice social distancing, why social distancing? Try to be at least 1 to 1.5 meters from the others, just because you may spread the droplet. The droplet are particles, heavy particles. The droplet may fall into the person's body or go to the floor. This brings us to another prevention strategy. Another prevention strategy. Should you clean your floor, 10 mLs of water, not 10 liters of waters, with 10 mLs of chlorine, what you call eau de javel, is already enough to clean the floor. So, practicing social distancing wherever you are will help you get away from this virus. Professeur François-Xavier Mbopiko, avant d'arriver aux stratégies de prévention, les Camerounais et les téléspectateurs qui nous suivent ce soir veulent comprendre comment ce virus a pu partir de la Chine pour toucher autant le monde entier. Aujourd'hui, il y a des pays comme la France, l'Italie, et ce soir, ce sont les États-Unis qui sont encore les plus touchés, alors que le premier foyer épidémiologique se trouvait en Chine. Comment on en est arrivé là concrètement? Merci, Monsieur Noufélé. Vous avez compris que nous sommes dans un monde planétaire. Vous avez compris que vous mettez parfois moins de temps de partir de Douala pour les États-Unis que d'arriver dans le village à côté. Ça veut dire que les gens circulent. Nous sommes dans un système d'interdépendance et d'échange qui implique beaucoup d'interactions, c'est-à-dire le fait d'être ensemble dans plusieurs dimensions. Maintenant, vous allez me dire comment le virus a pu se propager de la Chine. D'abord, je vous dirais que nous vivons constamment avec des virus. Nous vivons avec des virus. Ça, c'est une autre question. On vit avec des virus. Maintenant, comment a-t-il pu se propager? Ceci remet en cause notre façon, notre relation avec notre environnement, notre façon de gérer l'incident infectieux. Parce qu'il faut se souvenir que la Chine elle-même a reconnu que le problème s'est posé en Chine de manière vraiment importante au mois de novembre 2019. Mais elle n'a été déclarée à l'OMS qu'au mois de janvier. On pourrait s'interroger pourquoi le retard de novembre à janvier, mais là n'est pas le problème. Nous sommes déjà au cœur. Posons-nous la question des réponses à apporter. Et naturellement, prenez seulement le cas de Douala. Vous avez par semaine, je prends le cas parce que nous sommes au Cameroun, dans un cadre aussi modeste, nous avons environ 20 compagnies qui arrivent au Cameroun chaque semaine. Je ne sais pas, j'ai dit comme ça, 20 compagnies. Mais imaginez-vous qu'il y a des pays où le nombre de vols se compte en centaines. Donc vous imaginez très bien qu'un germe qui a une transmission manu par la main, par les muqueuses, c'est-à-dire le nez, la bouche. C'est pour ça qu'on vous dira, ne mettez pas les mains aux muqueuses, le germe va passer.
Justement, j'aimerais que vous insistiez sur ces modes de transmission du Covid-19. Quels sont ces modes de transmission et comment est-ce que les personnes réussissent à contracter ce virus au point de faire la maladie? Voilà. Merci, M. Noufélé. La question est vraiment importante. Elle est au cœur même de nos stratégies de prévention. Je disais tout à l'heure avec M. Babila, en langue anglaise, que pour parler de cette dynamique, il faut se dire que oui, nous avons à la surface un récepteur qui est comme une serrure. Le nom scientifique c'est la C2, peu importe. Et on a des protéines, une protéine qui vient rentrer dans le récepteur et va transmettre le fragment antiviral qui va rentrer au cœur même de la cellule et l'infecter. Donc, ayant dit ça, il faudrait aussi rappeler que, heureusement ou malheureusement, ce virus a plusieurs récepteurs à sa surface, c'est-à-dire plusieurs serrures avec plusieurs clés, ce qui pose un autre problème qu'on va évoquer tout à l'heure, le phénomène de réinfection. On peut le faire, on peut faire une infection et la refaire plus tard, même si mon humble avis diverge avec ceux de mes collègues sur l'auto-immunisation, c'est-à-dire parce qu'on a eu un virus, on l'a eu la première fois, on peut l'avoir après. Là, c'est un autre débat. Mais on a plusieurs mécanismes qui permettent, on a plusieurs récepteurs, donc plusieurs façons de faire entrer le virus dans le corps. Ayant dit ceci, on peut aisément comprendre, revenir sur votre question par rapport aux stratégies de prévention que nous pouvons aujourd'hui pratiquer quand nous disons « lavez-vous les mains ». Pour la simple raison que la membrane du virus est une membrane lipidique, c'est-à-dire c'est une graisse. Le savon permet de laver cette graisse-là. Donc, la protéine ne pourra plus se fixer sur le récepteur quand vous saluez quelqu'un, ou bien s'il y a un contact manu porté. Deuxième chose, quand vous dites à quelqu'un, pratiquer la distanciation sociale, c'est-à-dire maintenir un écart d'1 mètre à 1,5 mètre en face de la personne qui est en face de vous, c'est parce que les particules virales partiront des gouttelettes, auront une diffusion, c'est-à-dire une diffusion d'environ 1 mètre à 1,50 mètre. Donc, elles ne tomberont pas, la gouttelette ne tombera pas sur vous. Heureusement, cette gouttelette, les travaux des collègues de Chine l'ont démontré, est assez épaisse, elle a 5 micromètres, même comme nous allons revenir sur la possibilité des gouttelettes plus fines. Elle tombera au sol, donc on peut la nettoyer. We'll come back on the preventive measures which we were highlighting earlier in greater details later in this program. There are some pictures concerning the transmission of coronavirus circulating on social media, some very frightening pictures. If things were to be as illustrated in those pictures, it would be very catastrophic. The pictures of people in vehicles, some coming out of vehicles with something on their heads like the picture of coronavirus, people withdrawing money from the bank, another person on the motorbike, and things like that, illustrating that the virus is being transmitted at every contact, almost at every contact, with a motorbike, with somebody sitting behind, somebody in a taxi, somebody withdrawing money and then touching the machine on which he's withdrawing the money, and things like that. What do you have to say about those pictures? They're quite frightening. First, I would first like to tell you that we should be very cautious. Let's not be frightened with all what we see in social media. Second thing, we should trust accredited sources, either WHO, the government, or experts in the field. We should make sure that people know, are aware of what they are talking about. Everyone in the social media or around us becomes the expert. This is probably, I hope, you probably invited me at this broadcast probably because you thought I was knowledgeable to probably explain in details what you want to talk about. This clearly leads us to something. Should we want to curb the spread of this virus,
within our environment, let's focus on the transmission mechanism. And again, the response to this will be probably linked within our attitude and behavior. The attitude and behavior. I think we'll come back in while talking about the preventive mechanism. So, just let us say that, should I have the virus in my hands? Of course, everything I will be around, that is going to the cash point, touching the doors, going everywhere. It means that we, as individuals, as a family, or as a community, or as a country, or as a continent, or as a world, we should make sure that we have ownership of the fight against the virus. And we know we are in a position where we put our money right on the spot of the preventive strategies. So you've said it all. We should be careful and make sure that as individuals, as a group of people, we put in practice all the means we have to curb the spread of this virus. Il y a encore un mystère, professeur François-Xavier Mbopikeu, sur cette vague meurtrière. On est quand même à 33 000 décès des suites de Covid-19. Comment ce virus réussit-il autant à tuer des gens à travers le monde? J'aimerais vous dire que les virus sont extrêmement intelligents. J'ai toujours dit, les virus ont une longueur d'avance sur nous. Pendant que nous passons le temps à discuter, ils sont partis. Et les virus ont dans leur patrimoine, ils ont une philosophie. J'entre, j'infecte, je me reproduis. Je fais des vibrions et je meurs. C'est ça la réalité. À nous aussi d'anticiper notre capacité de réaction. C'est ça la vérité. Nous n'avons jamais su anticiper et nous payons cash nos erreurs. Je vous ai dit que ce virus se répand. La Chine sous-estime l'ampleur de la pandémie, la déclare à l'OMS en janvier. En Europe, tout le monde fait le dos rond pendant 3 mois. Et voilà où nous en sommes. Donc, et dans un monde planétaire, le virus se répand. Donc, il est urgent. Nous allons revenir à cet aspect quand nous parlerons de la responsabilité personnelle que nous avons par rapport à cette pandémie. Les gens qui sont en contact et ne le disent pas. Les personnes contacts qui ne se déclarent pas contacts. Et c'est toute cette stratégie-là qui sera mise en place pour dire que nous n'allons pas accepter d'être embarqués dans un meurtre collectif. Le Cameroun qui enregistre un bilan officiel de 6 personnes décédées des suites de Covid-19, 4 personnes qui ont guéri à l'hôpital central de Yaoundé et au centre Jameau selon le ministère de la Santé publique et 139 cas positifs de Covid-19 ce soir. Quelle est votre analyse de ces statistiques, notamment avec ce nombre de décès qui ne cesse de croître dans le cadre de cette pandémie et ses impacts au Cameroun? J'aimerais vous dire que mon inquiétude à ce jour, en qualité de virologue, qui connaît la réplication virale et qui connaît la dynamique de réplication, comment il va passer de quelqu'un malade à quelqu'un qui est sain, ne m'inquiète pas beaucoup. Ces chiffres ne m'inquiètent pas. Ce qui m'inquiète, c'est ces gens infectés ou de contact, et parfois qui ne savent même pas qu'ils sont infectés. Donc, soyons pessimistes pour être optimistes. Moi, je multiplierais ces chiffres par 5, peut-être par 100. Mais le nombre ne m'inquiète pas. C'est comment faisons-nous pour contourner, pour regrouper tous ces gens qui portent le virus. Parce qu'en réalité, il va falloir circonscrire l'infection, la confiner, empêcher qu'une personne n'infecte un porteur sain. Sinon, notre aire du départ va continuer à monter. Et s'il ne descend pas, il va commettre des ravages et des désastres. C'est-à-dire il y aura beaucoup de ravages, beaucoup de désastres. Beaucoup d'hommes et femmes vont mourir. On est vers quelque chose. J'aimerais parler avec vous
vous cette correspondance datée de ce dimanche 29 mars 2020 et attribuée au délégué régional de la santé pour la région de l'Ouest. Dans la correspondance adressée au préfet de la MIFI, il fait savoir qu'il y a un 4e cas positif de Covid-19 confirmé dans un centre médical d'arrondissement de Fé-Baleng. Et c'est un personnel de santé qui est entré en contact avec le 3e cas positif pendant son séjour du 18 au 23 mars dans cette structure sanitaire avant d'être transféré à l'hôpital régional de Bafoussam. Professeur François-Xavier Piqueou, personnel de santé, 4e cas positif dans la région de l'Ouest, ayant été en contact avec un 3e cas positif dans un CMA, centre médical d'arrondissement. Quelle est votre analyse de cette situation? Je suis d'abord sur un plan personnel, j'apprends cette information tout de suite, touché dans ma chair parce que je connais bien la région. Ma deuxième préoccupation, c'est de voir nos meilleurs soldats qui sont au front tomber sans avoir combattu. Ça me ramène encore à dire que nous devons mettre au sein de nos communautés des stratégies pour circonscrire ces personnes infectées et ces personnes qui ne sont pas infectées. Maintenant, ça pose un autre problème aussi auquel nous devons apporter des éléments de réponse. Anticiper nos stratégies de diagnostic et de prise en charge. Et c'est là, quand on reviendra à ces 3 mécanismes de transmission, c'est-à-dire la charge virale, à quel niveau nous pouvons la détecter avec des techniques sophistiquées, dites de biologie moléculaire, et le croisement avec les anticorps en nous, qui peuvent être mis en évidence par des techniques sérologiques, c'est-à-dire faciles à mettre en place sur le terrain. Et maintenant, comment ces stratégies-là peuvent nous permettre? Et maintenant, les données cliniques qui vont permettre à nos collègues de part et d'autre d'être en même de circonscrire la pandémie. Donc voilà autant de choses qui m'interpellent. Est-ce que nous avons le plateau technique pour pouvoir mener tous ces travaux indispensables pour la cartographie de la pandémie au Cameroun? Vous êtes toujours dans l'anticipation, vous allez tellement vite. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, là, on a la première ressource importante, c'est les hommes. Première chose. Deuxième chose, la seconde ressource, c'est l'information. On peut partager les critères d'infection. Troisième chose aujourd'hui, c'est vrai qu'il va falloir redéployer et rapidement nos stratégies de diagnostic. C'est vrai, on a le plateau technique 7 pour faire un dépistage rapide. Ce n'est pas un problème difficile sur le terrain puisque les techniques de diagnostic rapide n'utilisent pas des matériels sophistiqués. Maintenant, the medical personnel who are working in the hospitals across the country, especially those who are working out of hospitals like the Lakentini Hospital, the Yaoundé Central Hospital, the General Hospital, maybe the Jammu Hospital, and so on, they are complaining that they are not equipped. They themselves are more at risk than even the citizens who are working out there because they're in direct contact with the patients who are coming in, suspected and confirmed cases. I think that when facing a pandemic of this magnitude, I think we need ownership. Today, ownership is the solution. I'm saying I would like to spread those solutions. It is ownership. We are already within the pandemic. It is ownership. Ownership means, I discussed earlier about our attitude and behavior. We should organize ourselves as a community. How do we face this pandemic? And I'm saying again that, of course, while the government or other bodies are looking for more equipment in the society, we as a society, we should organize ourselves. You can ask me how. We can organize ourselves within our society and make sure that we find the means available to curb the spread of the pandemic. We'll come later on to how we can do this, but I believe that ownership will be the key to curb the spread of the disease. We as a community should stand together. By our preventive measures first, we can already limit the incidence of the disease in our community. I don't want to elaborate more on why of this, on why do we have this, but we have the means to start, which is relevant and very important.
And we should come in this fight as a group of people eager to have things change. There's something I want to say. Let's not fall easily into despair or conjecture. Let's ask ourselves, how do we be as a group, sociologists, anthropologists, scientists, social leaders, act together in curbing the spread? Let me just put it this way. Somebody recently emailed me and said, Professor, we'll never succeed in our market so overcrowded. I just wrote back to the lady and said, who told you that you don't have the capability of just spreading everything around? You have the tent for tomatoes, have the tent for plantains, organize yourself. So what the person told me, well, Professor, how can we live in areas where we don't even have tap water? And I told the person, what do we do in our villages? Who told you not to go and fetch the water somewhere and don't put your chlorine inside and use it? You can see wonderful images coming from the north and southwest. You see how people are really resilient and are fighting the disease. And then someone else came to me and said, Professor, how do we survive? Because we are poor. And I look at the person and say, we all discuss all the time and say that our African values. We are proud to say that we are good Samaritans. Let's show it now that we are good Samaritans. Let's provide the food to those who don't have. We are eager to sit in the church. We are eager to give a lot of monies. This is time to show our African values. So I think putting all this together, and not even just talking about these African values, let me put it this way. The first treatment against the pandemic is communication. I can even tell you. And communication on this particular issue seems not to be very fluid, because we have people, I just read somebody responding to the Minister of Public Health when he indicated that the number of cases has increased in his last tweet. And somebody said, but Mr. Minister, you have been tweeting. What about people who are in the hinterlands, who do not have access to mobile phones, who do not have access to Twitter, who do not have access to energy, electric energy, who do not have access to all of these facilities? And I will respond to you, Mr. Babila, that again, that is, my house is burning. My question is, do we have again the ownership? Let me put it again this way. Communication. Somebody sent me the other day and said, Prof, I want to translate these preventive measures in my local language. I said, well, just do it. Mr. Babila, let me tell you something. I know the northwest and the southwest very well. My mother hails from Balinyonga. My mother is from Balinyonga. Why can people from Balinyonga translate these preventive measures in Bali? This is something important. We can do that in all our cities. We can go everywhere. Use our megaphones. Use our churches. Use all the means we have to communicate, to tell our people. We know how to send should government not go aggressive in its communication strategy by deploying people in divisional headquarters or regional headquarters, divisional headquarters, subdivisions, into the villages, into the quarters, to communicate, to sensitize the people on this issue, even in local languages? I am saying again that should we have ownership? You, Mr. Babila, I don't know where you are from. Can you tell me where you're from? I'm from Balinyonga, of course. I can believe. From Balinyonga. Bali. You can translate something in Bali and then just say it at the keynotes. Ownership will be key should we want to survive. Then, the government, who is the government? It is all of us. They will come. You are waiting for the water to come while your house is burning. I think we should start doing that. And again, the government energy will never be enough. This is time to go together, to forget all our differences, where we come from, even as communication leaders in curbing the spread of this disease.
François-Xavier Mbopiko, professeur, il y a dans ces appels, dans cette stratégie de communication, des appels du ministre de la Santé publique qui peinent à être entendus. Ce matin, il précise que la majorité des cas, il s'agit des voyageurs ayant séjourné dans les pays à risque et qui se cachent au sein de leur famille. Il parle d'un acte irresponsable et appelle ces familles à les dénoncer afin qu'ils puissent se faire dépister. D'abord, comment expliquer que des voyageurs venant des pays à risque se retrouvent en famille? Pourtant, il y a eu des appels au confinement volontaire, il y a eu même des stratégies déployées par le gouvernement pour procéder à une quarantaine obligatoire pour ces voyageurs. Comment expliquez-vous cette situation? Monsieur Babila, ce problème, pas Babila, Monsieur Noufélé, excusez-moi, ce problème vous posez là un problème très grave. Responsabilité individuelle, familiale, collective. Ça pose aussi un autre problème de savoir comment empêcher que ça se passe. Il est inimaginable, à mon humble avis, que des gens ne soient pas assez sensibilisés par le fait qu'ils peuvent causer la mort. Sur un plan personnel, moi je pense que la communauté doit se prendre en charge. Et qu'aussi, peut-être, je ne sais pas, les spécialistes des droits humains vont me dire on ne peut pas publier le nom des gens qui ont voyagé. Mais si les messages sont bien spécifiés et que ces gens comprennent qu'ils représentent des dangers pour la société, je me suis écœuré d'ailleurs de dire que le soutien que nous devons apporter à l'organe gouvernemental. J'aimerais ici aussi profiter pour dire que les Camerounais comprennent que ce problème va au-delà de la santé. Ce problème, et je me réjouis qu'il est actuellement porté très haut par le chef du gouvernement. Mais nous devons nous mettre ensemble pour le renforcer. Monsieur Toufélé, nous devons dénoncer ces cas-là. À défaut de les tracer, nous devons les dénoncer. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si rien ne se passait. Moi, je pense sincèrement, et on va peut-être tout à l'heure élaborer sur la notion du confinement. Vous allez comprendre pourquoi. Justement, puisqu'on y est, ce confinement pour des passagers, des voyageurs, depuis le 17 mars 2020, confinement obligatoire selon le gouvernement. Il y a eu des appels pour le confinement volontaire pour des vols datant entre le 5 mars et le 15 mars 2020. Très peu de ces passagers l'ont effectué. Quel est l'enjeu à travers ce confinement partiel concernant ceux qui venaient de ces pays à haut risque? Monsieur Noufélé, peut-être il faudrait, si nous avions peut-être le sens de l'observation, nous avons cru à un certain moment que nous avions le monopole de tout. Vous parlez de confinement, donc parlons de quarantaine, n'est-ce pas? 10 quarantaine. Mais les anciens qui étaient avant nous, comment ils faisaient quand il y avait une épidémie? Peut-être comprendre ce que nous faisions avant et de comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous connaissez d'où vient la notion de quarantaine, de confinement? Les anciens n'avaient pas d'outils. Alors, ils se disaient, l'épidémie va arriver, ça va faire environ 0 à 10 jours, 15, parfois 20 jours. Je me cache. J'attends un peu, parce qu'après cette période-là, je peux encore être infectieux. J'ajoute un autre 10 jours. Et après, j'ajoute quelques jours, ça fait 40 jours, et je sors. Je ne suis plus à même de transmettre le virus. Nous arrivons à cette notion de confinement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'une part, vous n'arrivez pas à retracer une personne infectée et retracer ses contacts. Donc maintenant, on est maintenant obligé de prendre tout le monde, les mettre ensemble pour s'assurer qu'ils sont potentiellement infectieux, suivre ces personnes pendant la période d'incubation, c'est-à-dire pendant que le virus peut se répliquer, avoir des outils diagnostiques qui nous rassurent qu'ils ne sont plus potentiellement infectants, même comme nous savons aujourd'hui que après cette période d'infestation, on peut encore transmettre le virus. Donc ça, c'est important. Maintenant, pourquoi ces gens censés être confinés ne respectent pas les procédures? Moi, je pense simplement
que cela révèle de l'inconscience, et ça me permet de dire ici qu'il va falloir durcir ces stratégies-là, parce qu'aujourd'hui, je ne me pose plus la question de savoir pourquoi on n'a pas durci. Je reviens calmement et je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les stratégies soient plus dures? Maintenant, quand je vais remettre une notion biologique importante, pourquoi confiner? Parce que je vous vois venir, vous allez me dire la durée, pourquoi, ainsi de suite. J'aimerais vous dire que la science nous permet de dire ici que quand le R, je n'arrive pas à contenir l'infection décroît. Le R décroît. Il passe de 4 à 2. Mais je suis confiné. Mais l'infection passe toujours. Comment faire? Il faut couper la barrière de l'infection d'une personne non infectée à quelqu'un infecté. C'est-à-dire... En procédant comment? Mais je confine et je dépiste. Je fais un dépistage massif. Moi, sur un plan personnel, je l'ai toujours préconisé. Et je pense que nous n'avons pas d'option que de faire des dépistages massifs, sortir les gens susceptibles de transmettre et des gens infectés d'une population saine. Vous posez une autre question. Comment? J'aimerais vous dire que le confinement, c'est bien. La quarantaine aussi, c'est bien. Mais nous avons des gens qui, dans leur quarantaine, n'ont pas la possibilité, de par leurs conditions socio-démographiques, d'être très loin les uns des autres. Ça m'amène à l'autre notion. Laquelle? Eh bien, j'ouvre mes yeux et je regarde ailleurs. J'ai des écoles libres, j'ai des stades libres, j'ai tout ça libre. Je préviens et j'estipe. Parce qu'il faut être très prudent. La quarantaine que nous observons aujourd'hui... Quels sont ces risques? Les risques, justement. Les risques, d'abord, de la quarantaine. Nous n'avons pas tous les moyens d'être mis en quarantaine dans nos domiciles respectifs. Parce qu'on parle de distanciation et de bien d'autres paramètres. Rappelons-nous qu'il y a des gens d'obédience très modestes. D'où encore le fait de se rapprocher de la communauté, de voir comment la communauté, comme un groupe, ne peut pas voir les gens les plus fragiles, les plus vulnérables. What about hotels? Is a hotel the right place to quarantine somebody in the midst of an urban center like Douala? I believe that I'm not clearly aware of the procedures, but I do believe that should we want to quarantine someone in any place, we should make sure that we have prevention measures. I'm saying again, I believe that we should have preventive measures against probably the cleaners or the personnel. But again, we are back again to what I call again the ownership. If I know that I can be a problem to the society, I should rather well behave myself. This is an aspect. And this will link us to the means. Should we have the means required to achieve this? Professor, what do you think about total or partial confinement? A medical expert like you, Dr. Roger, it was said earlier that if total confinement is not implemented immediately, there are going to be 100 and more cases in Cameroon in the weeks ahead. And this is exactly what is happening now. Let me tell you first, I speak in my place as someone who knows the dynamics of replication. Should we want to confine? Because we should be very careful. There are obviously issues on that. What the science says is that, first, even if you want to confine everybody, there are things to take into considerations. Before coming to the stage of total confinement, which I do believe should be an issue, but now, should we have again the ownership? Ownership means that we should take care, make sure that all people who are more prone to be infected, hospital personnel, people working in close relationship, electricity, some people who are obliged to work, have the measures to protect themselves. Secondly, I had a discussion yesterday in another group where we're thinking of people like HIV people and those vulnerable people. And again, those who don't have the means, because the big problem to many of us, it is not COVID, that is not coronavirus, but hunger. Many people are hungry. We look at our neighboring countries or in our societies.
we should find the means to all those who are more vulnerable to be able to stay at home and have the means to eat. Having said that, we have the experience from what others have done. Should we have total confinement, and with these measures, we probably need, as the science says, 40 to 50 days to curb the spread of the disease. Other countries have implemented total lockdown already, and they have dispersed huge amounts of money to help support economies, to help support individuals, to support businesses, and so on. But in Cameroon, we are still dangling. We should, because we are still thinking about this, and the number of cases are increasing while we are thinking. I'll even tell you something. Even those countries didn't clearly have the total confinement, but they had partial confinement. Even in France, the Prime Minister just announced last night that he'll probably increase 2 weeks. So now, I was saying a week later that we should confine the 3 big major cities and progressively confine the whole country. Let's put our big African solidarity in practice. Let's call for our people to help us. Let's call for funds. Let's call for the civil society. Let's call for the media people. We can stand as a person, as a group, and help in this critical time. Help the country, the government, work in close relationship. Just last night, we discussed in another forum ways to try within international organization, clearly define specific roles for each person and try to go towards working to the same direction. Today we have no option than working hands in gloves. We have no option rather than thinking that we are the people we need to survive. We can have today and decide. Let's raise our hands and ask ourselves how we can contribute, how we can undertake the task of a great nation. Professeur François-Xavier Mbopike-Ou, pour faire prendre conscience aux Camerounais, il est important de s'intéresser aux personnes les plus exposées à ce coronavirus. Les statistiques mondiales montrent que les personnes du troisième âge sont les plus affectées et sont celles où les décès sont le plus enregistrés. Pour autant, il y a d'autres couches sociales qui sont vulnérables en fonction de leurs antécédents médicaux. Quelle précision pouvez-vous nous apporter sur ce point? Oui, je pense que c'est bien de redire ce constat. Mais il est aussi important tout de même de revenir à la science pour se dire tout simplement que quand on parle, j'ai parlé au départ de 3 paramètres. La transmission, la charge virale qui circule, le taux d'anticorps, comment nous nous défendons, et la virulence. Il est vrai et clair que ceux qui ont des mécanismes de défense amoindris sont soit les plus jeunes, les très jeunes ou les plus âgés. Ça, c'est la palissade, c'est une vérité. Il se trouve que ces chiffres-là sont vrais, et c'est vrai que les prévisions sont terribles par rapport à ces gens de cet âge-là, qui sont des gens qui ont l'immunité affaiblie. Ça, c'est une constante. Maintenant, il faudrait ici se poser la question que les gens qui ont ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire qui ont plusieurs maladies, pour que ceux qui nous suivent nous comprennent, ceci, dans le cas des infections, plus tu as une maladie qui va baisser ton immunité, et je le sais bien, parce que dans un autre registre, je dis que nous devons capitaliser de tout ce qu'une maladie comme le sida nous a appris, l'appliquer, je ne dirais pas bêtement, mais facilement au coronavirus. Qu'est-ce qu'on a appris? Que quand il y a des co-infections, plusieurs infections, on est amené à avoir l'immunité, nos mécanismes qui cèdent facilement. Donc, protégeons nos personnes les plus vulnérables. Les vulnérables, les personnes âgées, les personnes vulnérables parce qu'en contact direct avec le virus, les hôpitaux, les habiller, donner les moyens de travailler. Les personnes atteintes de VIH et d'autres maladies parce que chez nous, le sida, en fait, c'est l'aliénation de l'individu par la pauvreté. C'est généralement les couches
les plus pauvres qui sont touchés. Et naturellement, ceux-là qui sont les laissés pour compte, ceux des gagnes petits qui sont dans nos rues et chez qui, en réalité, le problème n'est pas le Covid ou autre chose, mais c'est la faim. Faisons comme ce qu'on a dit ailleurs, donnons-leur à manger. Professeur, avant que vous n'intervenez, Jonathan Babila, lorsqu'une personne décède des suites de Covid-19, quelle est la procédure, quel protocole doit être mis en application, sachant que la personne décédée a été en contact avec plusieurs autres? On a vu ces cas dans la ville de Douala durant ces derniers jours. Quelle devrait être l'attitude du personnel soignant dans la stratégie de riposte au Covid-19? Je dirais ici que tout personnel soignant, et là je ne doute pas que ceci existe, a un protocole de prise en charge. Le protocole. On appelle en anglais the SOPs, Self-Operating Procedures. Les procédures opératoires standards. Ça existe en clinique, ça existe en laboratoire. Ce sont des choses à échanger. Maintenant, on sait que pour telle pathologie, voilà ce qu'il faut faire. Donc, ce sont des procédures standards que nous appliquons quotidiennement, mais je suis sûr et persuadé que ces protocoles-là doivent être partagés, ou sont même d'ailleurs partagés. Donc, ce sont des façons, et en réalité, comme prémonitoire, nous avons récemment, ici même à Douala, nous venons de rédiger un guide de biosécurité et de biosécurité en laboratoire. Ce guide avait été lancé ici à Douala, il a été disséminé largement, dans lequel nous parlons de tous ces modes opératoires. Comment se comporter en communauté, en laboratoire. Ça sera sûrement l'occasion du Covid de le vulgariser un peu plus. Donc, ce sont des procédures rédigées, mises en place, qui ne demandent qu'à être... On a vu de nombreuses familles être désemparées lorsqu'elles ont vu l'enterrement subit de leurs proches décédés des suites de Covid-19, quelques heures après la déclaration du décès. Est-ce que cela entre dans ce protocole-là? Quel est l'intérêt d'une telle démarche pour mieux édifier les Camerounais qui nous suivent ce soir? Je pense que la première stratégie d'abord de la lutte contre les infections, c'est la communication. Et j'aimerais vous dire ici que nous avons peur. Le Cameroun, l'Afrique, le monde a peur. Ceux qui nous regardent ce soir, je leur demande de quitter leur peur parce que nous avons des outils qui nous permettent de quitter nos peurs. Maintenant, moi, je pense que nous devons, dans une communication agressive, leur dire. Maintenant, avant d'arriver à cette situation-là, nous devons avoir autour de nous des mécanismes bien précis. D'abord, circonscrire les gens en contact avant. La famille fait partie des gens en contact qu'on doit circonscrire avant et après. C'est ça la communication, circonscrire les personnes en contact, c'est-à-dire les personnes qui ont eu un lien avec la personne infectée ou qui viennent d'une région où l'infection est dynamique, c'est-à-dire où il y a beaucoup de gens malades et qui peut être un porteur sain. C'est ça aussi qui nous fait dérouler toutes nos stratégies de prévention. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous devons nous appesantir, dire et redire, et exposer à tous ceux qui sont autour de nous, tous ces mécanismes à mettre en place pour couper le lien entre le monde infecté et le monde sain. Jonathan Babila. I wanted to talk about another group of persons who are also considered as being more vulnerable or more at risk. I'm talking about prisoners. Ethiopia has decided to liberate 4,000 prisoners, including women with babies and persons with crimes that are not very serious. And another country, Sudan, that has also decided to free some prisoners. And political leaders in Cameroon are saying the President of the Republic should free those prisoners in Newbel, Douala Central Prison, Kondingi Central and Principal Prisons, Boya Prison, Bamenda Prison across the country, because they think that if there were to be a single case just in the Newbel Central Prison, it's going to be catastrophic. I clearly understand your concern. And this is crucial. I was recently in the extreme north of Cameroon. I went for the dissemination of the guide of biosafety and biosecurity.
I happened to visit the Marwa prison. I think that the decision to free prison is not clearly, I don't clearly position to suggest that. I think we should clearly implement as quickly as possible those preventive measures. Secondly, we should rapidly have screening in the prison, know clearly those who are infected and those who are not. Immediately, we should do that. And thirdly, that's a very good point. That in the interministerial session, I think the Prime Minister, I'm sure they will consider measures, but as a scientist, I believe that as quickly as possible, we give to those people the means, soaps, everything, to make sure that they cannot be contagious to others, and rapidly screen those people. Should we have rapid testing? I can assure you, in many prisons, you can screen those people within a week. Apart from the measures that government has taken applicable across the national territory, the Social Democratic Front, through the voice of the Vice President, the first Vice President, O.C. Joshua, think that there should be special measures in the northwest and southwest regions of the country because of the security situation there, and because of the fact that in many parts of the two regions, health centers, health amenities have been transformed into military centers. What are some of the special measures that you think should be implemented in those two regions to prevent the spread of COVID-19 there? I think you are very interesting, colleague, Mr. When I begged for 2 minutes to address what the status and said, if there's no ceasefire, we needed this fire to call for a global ceasefire. One armed groups said he said it, but we said it. Of course, his voice counts, and I do believe that someone as important as him, in our very modest position, we did aggress that, begging for that ceasefire, and that ceasefire should be within the two parties first, and then secondly, after we've addressed the ceasefire, we should stand as a nation and ask ourselves, what do we do to tackle this pandemic, so that we don't ask ourselves tomorrow, what should have been done to do this? And I'm so happy, by the way, that my many colleagues in the Northwest and Southwest recently told me that they seem to be in a position to be able to tackle. It seems to be like as a sort of ceasefire, and really putting my knees down and begging. But this should happen unless we will face disaster. Nous parlons du Conseil scientifique des urgences sanitaires qui a été mis en place par le ministre de la Santé publique pour conseiller le gouvernement sur sa réponse contre le Covid-19. Analyse comparative également, stratégie mise en place par les autres pays africains et le débat autour du traitement à base de chloroquine. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission consacrée au professeur François-Xavier Mbopikou, qui est expert en épidémiologie et virologie médicale, invité de l'émission La Vérité en face. D'abord, une courte pause dans cette émission.
Si vous me rejoignez à l'instant, vous suivez la vérité en face, invité pour vous Xavier Mboyo, expert en biologie et également en biologie médicale. Il a publié plusieurs travaux scientifiques dans des revues internationales. Il dirige le département de microbiologie à l'université de Yaoundé 1, précise sa faculté de médecine. C'est partie pour l'interviewer du vent. On va l'inviter. Soit des téléspectateurs de Kinox Télévision. Pour ça, il y a une scientifique qui a été une instance consultative placée sous l'autorité du ministre de la Santé publique pour le gouvernement sur les stratégies adoptées dans le cadre de la riposte au Covid-19. Dans d'autres pays, ce conseil scientifique est placé sous la direction du président de la République. Lorsque vous comparez les instances scientifiques, les comités d'experts mobilisés dans d'autres pays confrontés à la même crise sanitaire et la situation au Cameroun, quelle est votre analyse? Monsieur Cédric Doufé, je vous dirais que je suis bien aise parce que les choses avancent. Nous avons un conseil scientifique mis en place par monsieur le ministre de la Santé publique. Mais je me réjouis de savoir que le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis en place un comité interministériel et que les organes de chaque ministère doivent collaborer pour apporter des éléments de réponse. J'aimerais vous dire que je suis bien à ma place de l'université. Nous avons contribué avec notre hiérarchie qu'est monsieur le recteur et monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, et nos idées sont mis en place dans cette dynamique. Est-ce qu'il y a une cohésion dans les actions gouvernementales? Est-ce qu'il y a une cohésion dans les actions gouvernementales pour mettre en application les mesures visant à enrayer ou du moins à contenir cette pandémie de Covid-19 au Cameroun? Je ne peux pas douter qu'il n'y ait pas de cohésion, pour la simple raison que celui qui siège dans ce comité interministériel, c'est bien entendu mon ministre de l'enseignement supérieur. Et en ma qualité de chef de département d'experts de la question, mon recteur m'a mis en place son groupe d'expertise qui comprend des virologues, des épidémiologistes, des gens qui font de la modélisation, des gens qui sont des sociologues, anthropologues. Nous sommes au service des organes de décision. J'aimerais dire ici que nous sommes même au cœur de la question. L'universitaire est là pour construire un savoir et le mettre à la disposition de ceux qui nous gouvernent. Et un savoir qui doit inscrire chacun de nous, quel que soit son nom, sa race, sa religion, son appartenance à tel ou tel, qu'il soit riche ou pauvre, dans une dynamique de progrès. Parce qu'on va nous demander, professeur, qu'est-ce que vous avez fait? Nous voyons le problème et proposons les solutions. Donc, pour me résumer, je pense que l'université met à sa place pour apporter sa contribution à la réussite de ce programme. Et je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, que dans notre casquette, nous avons échangé hier à Yaoundé très longuement avec d'autres partenaires pour voir aussi la place que les organismes non gouvernementaux avaient dans cette stratégie de lutte. Donc comprenez que l'ennemi est commun et on doit travailler ensemble pour juguler la pandémie. Vous allez échanger maintenant avec Duval pour analyser les politiques mises en place par les pays africains, pays européens et celles du Cameroun. Duval. Oui, Cédric, mais si vous permettez, je voudrais faire une espèce de rétropédalage sur deux ou trois aspects qui ont été développés dans la première partie de cette émission, qui peuvent être les préoccupations des téléspectateurs, avec votre permission, Cédric. Je vous en prie. Alors, la première question, c'est en rapport avec la propagation de la maladie. Est-ce que peut-être que j'étais distrait, est-ce que vous avez répondu de façon précise sur les méthodes, les modes de transmission? Je prends un exemple précis. Est-ce qu'il est possible qu'une femme enceinte qui a contracté le virus puisse transmettre la maladie à son enfant au moment de l'accouchement, par exemple? Vous savez, le problème avec les journalistes, c'est qu'en réalité, chacun essaye
d'enfoncer le clou de son côté. Par exemple, entre M. Babila et M. Noufele, il est difficile de finir d'élaborer clairement parce que l'autre relance très vite. Mais je pense qu'on va revenir encore à ça. J'aimerais vous dire ceci. Les mécanismes, j'ai eu la chance ou le bonheur de travailler bientôt depuis 30 ans dans le SIDA. Je connais un peu ce sujet énormément. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure, et c'est tellement important, le virus de quelqu'un à un autre dépend de 3 facteurs principaux. La charge virale qui circule, le taux d'anticorps en nous et la virulence. Et il se trouve que dans le travail que j'ai longtemps fait sur les virus du sida, j'ai travaillé au Cameroun sur la transmission mère-enfant du sida, c'est-à-dire la transmission transplacentaire du virus. Aujourd'hui, dans ce nouveau virus, il est clair que les mécanismes qui ne sont pas élucidés, on n'a pas le temps de voir ça dans un laps de temps court, mais je vais vous dire que dans nos stratégies de recherche opérationnelle, nous regardions le passage des variants à travers la barrière placentaire. Excusez-moi au risque d'en faire trop, de dire que ce travail précède avait été mené à Yaoundé, à l'hôpital central, avec des gens qui sont là, et d'autres qui malheureusement ont disparu. Donc, ce mécanisme transplacentaire nous a mené à demander à la maman un bout du placenta qu'on gardait et qu'on observait pour voir comment le variant est passé. Si vous allez dans la littérature, j'ai beaucoup de travaux là-dessus qui montrent ce mécanisme, mais je peux vous rassurer que, et ce mécanisme transplacentaire et la présence des anticorps éventuellement neutralisants, c'est-à-dire qui vont empêcher au virus de passer, font également partie des travaux que nous avons menés avec bonheur et qui seront intéressants d'envisager juste après l'épidémie pour élucider le mécanisme et éventuellement prendre des mécanismes de protection. Dernière question de cet aspect sur les modes de transmission. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et il y a une autre qui porte sur une denrée de première nécessité, le pain. Est-ce que vous avez le sentiment que dans la manipulation de ce produit, on peut y trouver une source de transmission du Covid? Il est difficile à la fois de faire la prévention et la recherche opérationnelle. Ça, il faut le dire. Maintenant, il est clair que comme mesure de précaution, j'ai été interpellé par une société à Yaoundé, une société de banque. Je n'ai pas le droit de donner le nom. Ils m'ont appelé pour me demander, professeur, venez nous expliquer comment on se protège. La mesure élémentaire est de dire toute personne qui est en contact, même hors Covid, même sans le Covid, toute personne en contact avec du pain devrait avoir des gants, devrait avoir, et c'est ça la biosécurité, devrait avoir les cheveux couverts, quelqu'un qui vous sert dans une boulangerie doit avoir des gants. Donc en réalité, nous ne le faisons pas. Peut-être le Covid va nous ramener à revisiter notre hygiène collective. En réalité, c'est ça. Maintenant, à savoir si le fragment de pain a infecté l'autre, je pense que le temps, et comme disent les anglo-saxons, la discussion est passée. Baron pour voir. Je pense que les mesures d'hygiène, là, et comme vous dites, je ne citerai pas les gens parce que j'ai encore près de moi quelqu'un qui m'a dit, quand je mangeais, j'ai passé la journée au bureau, je passais de réunion à réunion et il y a toujours des plateaux d'arachides. Je n'ai pas le souvenir que je me suis lavé un jour les mains en passant à une autre réunion. Et j'ai quelqu'un d'autre qui m'a dit, l'homme qui me donne l'habit en rouge, je ne le prends plus. Ça veut tout simplement dire que nous avons sous-estimé ces mesures d'hygiène collective. Il est peut-être temps de les remettre en place. Alors, dernière question sur cet aspect, avant d'avancer, professeur, c'est une question pratique. Est-ce que quelqu'un qui a contracté le Covid, qui a été mis sous traitement et qui est guéri, peut à nouveau être réinfecté? Oui, je vais vous dire. Dans quelles conditions? La science nous l'a déjà démontré. Je vous ai dit aujourd'hui, et ça, on a le bonheur, et je tiens à remercier au quotidien ceux-là qui ont une expérience plus que nous, plus que moi, et qui nous parviennent et qui nous font partager
le fruit de leurs observations et de leur cas de conscience. Apprenons. Pour une fois, la Chine nous apprend. J'ai dit tout à l'heure qu'on sait qu'à la surface de ce virus, il y a des récepteurs, des serrures. Il y a des protéines, des clés par lesquelles le virus rentre. Malheureusement ou heureusement, il y a aujourd'hui environ à la surface 4 récepteurs, donc 4 portes où il peut rentrer. Pour dire tout simplement que le voleur est rentré par le premier récepteur, il est parti. Supposons même qu'il y a une immunité acquise, que je doute encore, et là c'est la science qui le dit, mais et les autres portes. C'est ça la réalité. Et nous savons aujourd'hui, à la lumière des travaux de nos collègues de Chine, qui nous partagent leurs publications au quotidien, pour dire qu'on a eu des cas de réinfection des patients qui étaient guéris. C'est pour ça que la prudence oblige aujourd'hui à garder toujours en quarantaine ce patient. Même en le gardant, j'aimerais vous dire ici, il est toujours potentiellement infectant. C'est ça le problème. L'histoire maintenant de laisser une population s'infecter pour voir si elle a des anticorps neutralisants, nous le verrons à la fin de l'épidémie. Mais, vous m'amenez sur un autre registre. Il y a eu ce débat et il faut le clarifier ici. Ce débat a eu lieu en Europe et a lieu en ce moment en Afrique. Il faut le clarifier. J'avais dit à Yaoundé que le virus monte, n'est-ce pas, est plus élevé au premier, entre le 4e et le 6e jour, et même entre le 3e et le 6e jour. Mais la courbe de la charge virale, et à ce moment-là, on peut dépister ces virus par la biologie moléculaire. Mais, M. Noufélé, vous vous souvenez, je pense vous avoir transmis cette publication. La courbe décroît, la technique est toujours sensible, mais les anticorps que nous avons montent du 6e jour au 15e jour. Ce que je dis ici est maintenant très bien. La technique IgM-IgG anticorps n'est pas la démonstration que la personne est infectée, parce qu'il aurait fallu l'antigène même du virus, qui sortira comme technique peut-être dans 1 ou 2 ou 3 mois, je le sais, de par les travaux menés par des collègues. Mais l'anticorps a cet avantage. Si j'ai été marqué par le virus, je sais que je suis potentiellement infectieux, d'où la nécessité partout dans le monde de faire des screenings rapides. Et là, si je ne fais pas l'infection, au moins je suis en quarantaine, je ne suis pas susceptible de transmettre. Maintenant, cette technique est toujours importante après l'épidémie, parce que tous les travaux de prévalence dans une zone, dans un pays, prennent en compte les gens qui ont eu le contact du virus, pas les gens seulement déclarés positifs. Donc, il n'y a pas de débat en disant que même après l'épidémie, on aura besoin de tous ces outils biologiques pour éclairer le clinicien. Lorsque vous posez ce diagnostic, faut-il épouser la méthode sud-coréenne où il a été procédé des tests à grande échelle et très peu de confinement des populations afin d'identifier ceux qui étaient des potentiels porteurs du virus, mais asymptomatiques, et pouvoir isoler les cas les plus inquiétants? Monsieur Noufélé, je fais seulement ma recherche. Je pense, comme d'autres, que le dépistage massif est bien pour tout le monde. Pourquoi, monsieur Noufélé? J'aimerais ici chaque fois revenir sur l'expérience du VIH-Sida. Quand nous avons eu le bonheur et la chance de faire des dépistages massifs, plusieurs millions de personnes au Cameroun. Comment vous avez procédé durant cette période-là? Le dépistage mobile. Vous avez vu tous les bus dépistage du sida à Douala passer partout. Et ensuite, aujourd'hui, les gens se sont appropriés. On a dans toutes les régions. Ces tests rapides ont permis de faire un screening important. Monsieur Noufélé, je vais vous dire quelque chose. J'ai discuté récemment avec un collègue pour lui dire que ne croyons pas ce que nous faisons au Cameroun est parfois envié ailleurs, et c'est du Cameroun que ce dépistage a été vulgarisé partout dans le monde. J'aimerais vous dire ici, quand nous commencions ce dépistage, je le dis pour ceux qui pensent que les moyens modestes ne sont pas bons,
je le dis à la vérité, on a fait des dépistages parfois dans des zones reculées, sans test de confirmation. Mais nous avons sauvé des millions de vies. On a sauvé, des gens ont été mis sous traitement. On a parcouru le Cameroun profond. On est allé, et je vais même plus loin, quand les gens me parlent de problèmes de santé, je rigole, je leur dis, vous savez. Et je suis allé, j'ai parcouru toutes les 10 régions du Cameroun. J'ai toujours le souvenir de la région du sud-ouest, où on a parfois bu l'eau de la rivière. On s'est lavé dans des endroits où hommes et femmes se lavaient ensemble, il fallait juste se tourner dans la Magno, et principalement à Oppo. On a été dans ces zones reculées où les gens attendaient des soins de santé primaire. Même dans ces régions-là, les réseaux, les pères éducateurs, les volontaires ont mis en place des stratégies pour freiner la maladie. Maintenant, je reviens à ça. Si nous avons aujourd'hui cette armée de soldats avec le réseau des pères éducateurs, nous allons facilement déployer tout ce dépistage sur le terrain. Je rappelle, vous savez combien nous pouvions parfois dépister par jour dans un seul bus? 300 à 400 personnes. Nous étions 8 dans ces bus-là, donc c'est le lieu de saluer tous ces bénévoles et volontaires. Alors, vous avez, lorsque vous observez vos propositions que vous avez faites en tant qu'expert, lorsque vous regardez tout le travail qui est fait par des chercheurs, des hommes de sciences au Cameroun, à l'université, et lorsque vous observez la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous avez le sentiment que ces mesures sont efficientes pour faire face de façon, je veux dire, est-ce que vous avez des chances avec cette stratégie de riposte d'obtenir des résultats meilleurs en termes de lutte contre le Covid? Laissez-moi je vais vous rassurer en disant ceci. Les choses bougent dans la bonne direction, même si les choses ne vont pas très vite. J'ai pris un exemple très simple. Il y a des volontaires déployés sur le terrain. Il y a des stratégies mises en place. Il y a un comité scientifique mis en place. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui, et je pense que ça se fait, c'est, nous pensons, pour avoir une réponse robuste, que les gens s'impliquent davantage, la coordination intersectorielle. Et plus que tout, c'est le ownership, que la communauté s'approprie. Nous avons la chance de le faire. J'ai vu devant vous, chez vous, à Equinox, qu'il y a un point d'eau sur la rue, je me trompe? Je l'ai vu tout à l'heure. Exact. Il y a un point d'eau sur la rue. La communauté s'approprie. Je peux vous dire, vous serez très surpris, que beaucoup de démarches comme ça se passent, que les gens se prennent en charge. Peut-être, comme je ne connais pas le temps imparti à vos questions, c'est le lieu d'appeler à la générosité de chacun. N'attendez pas. Demandez-vous ce que je peux apporter. Moi, je pense que les gens ne restent pas dans leur coin en se disant qu'on a fait quoi. Jacques Ma, le Chinois, ne vous a pas demandé si vous voulez des kits, non? Il vous a envoyé des kits, n'est-ce pas? De dépistage. Je pense sincèrement qu'on doit s'approprier ces techniques dans la communauté. Et même, je le dis, nous avons tout le temps parlé de nos côtés de générosité. Et je sais que beaucoup des gens de la diaspora suivent sur Facebook votre émission ou sur la chaîne en Europe. Cette diaspora, elle est puissante. Je leur demande d'agir. Réunissez-vous. Personne n'a interdit à une corporation de se lever et défendre l'essentiel. Je le dis aux gens qui nous regardent, le JICAM, les journalistes, tout le monde. Moi-même à mon niveau, vous serez très surpris. Est-ce que vous savez que de manière individuelle, tout le monde met en place des stratégies pour même être prêt à un confinement pendant plusieurs mois. Mais justement, parlons-en, professeur. Quand je vous posais la question, c'était justement pour arriver à faire une sorte de comparaison entre la stratégie gouvernementale qui est mise en place en ce moment et ce qu'on observe sur d'autres cieux. Je vais rappeler, et je passe sous votre contrôle, qu'au Sénégal, par exemple, le président Macky Sall a pris la parole. Il a initié la création d'un fonds de riposte contre le Covid, évalué à environ 1000 milliards de francs CFA. Il a décrété l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Juste à côté, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a instauré un couvre-feu entre 21h et 5h du matin. Il a initié également un confinement progressif, au-delà de ce qu'on a appelé l'état d'urgence, entre autres.
Est-ce que pour vous, ce sont des mesures qui peuvent être expérimentées au Cameroun dans le sens d'une lutte beaucoup plus efficiente contre le Covid-19? Vous voyez, le scientifique, quand il sort de son laboratoire, il donne des données brutes. Le scientifique ne pense pas à l'économie, il y a d'autres choses. Le scientifique pense à la dynamique de la réplication d'un virus. J'avais dit à Yaoundé il y a une semaine, il faut tout fermer. Parce que quand je n'ai pas pu tracer les personnes contacts, pour moi, ce n'est pas le nombre de personnes affectées, M. Noufélé. Je pense que je vous avais dit qu'on aura plusieurs centaines. Pour la simple raison que je connais la dynamique de la transmission, le mode de portage, comment nous prenons et nous transmettons. Si nous ne cassons pas cette chaîne, fermée et cassée, on a peu de chance. Maintenant, je reviens à vous pour vous dire ceci. Je crois savoir, et je sais d'ailleurs, il y a un compte bancaire ouvert au ministère de la Santé publique. C'est pour ça que je suis de ceux qui plaident, qui lancent un appel, qui est une mobilisation collective et qu'on n'attende pas forcément qu'on nous demande de faire des dons. D'ailleurs, ces dons ne sont pas purement financières. Je le dis et je lance l'appel. Il n'y a pas de temps pour la rhétorique. Nous sommes dans l'action. Monsieur Noufélé, vous avez mis de l'eau dehors. J'ai plusieurs amis, collègues, voisins, tout le monde. On pense à se protéger. Que la communauté s'approprie. On vous a montré dans le Nord-Ouest que les gens ont fait des systèmes même de dos. Nous allons être ensemble et voir. Maintenant, mais ce qui est important dans cette solidarité collective, de chercher des moyens pour les personnels au contact de la maladie. Les personnes qui ont des comorbidités, VIH, qui sont parfois les plus vulnérables. Et enfin, les personnes dont le problème n'est pas le Covid, mais la faim. Et à ce propos, le président du Niger pourrait inspirer le président du Cameroun. Il a décidé de ne pas d'offrir l'électricité et l'eau, plus de factures à payer, factures d'énergie électrique, factures d'eau pour les populations au Niger, ce pays d'Afrique de l'Ouest, dans ce contexte camerounais où l'économie est essentiellement informelle. Pensez-vous qu'on puisse aller vers un confinement total pour des raisons sanitaires? Quelle compensation faut-il pour ces populations-là? Bien au-delà des compensations, je reviens encore à la solidarité collective. J'aimerais vous dire, M. Noufélé, qu'à l'heure où je vous parle, je connais des contrées qui ont déjà fait des réserves pour les leurs sur les 6 prochains mois. J'aimerais vous dire que beaucoup de gens vivent ici par l'argent de la diaspora, dont le montant est incalculable. J'aimerais vous dire que les enterrements des services se passent. Donc, au lieu de parler, se lever, agir et agir. Je ne suis pas le pompier qui se demande pourquoi l'ambulance ou le véhicule n'est pas arrivé. Je me demande ce que je peux faire. On a le problème de ownership. Comment est-ce qu'on prend nos problèmes en charge? Là, c'est mon problème. Je suis là pour décliner des solutions et pas pouvoir. Maintenant, nous allons voir plus tard. Peut-être qu'il va nous faire revisiter notre vivre ensemble. Je le dis aussi pourquoi. Qui a empêché à une corporation de lever des fonds? Je lève d'abord. Je travaille ensemble. Et ensuite, je critique. Parce que c'est ça, la réalité. Nous n'avons pas le ownership. Je prends un autre exemple. L'eau coule, il y a un branchement d'eau qui est déficient, qui ne marche pas dans votre communauté. Vous savez ce que les gens répondent? C'est avant mon compteur. N'est-ce pas? C'est avant mon compteur. Je le sais chez moi, je le sais. Quand le compteur, ça peut couler pendant plusieurs semaines. Comment faites-vous? Tout à l'heure, j'ai parlé du village proche de ma mère qui est Balidonga. Est-ce que vous savez que dans ce village-là, l'eau, il n'y a pas de Kamwata là-bas? Vous connaissez le système? C'est un système de forage et l'eau est repartie dans toutes les concessions. Il n'y a pas de facture à payer. Et donc, mon souci, il y aura sûrement des mesures d'allègement du mode de vie de ces gens-là. C'est un travail de fond qui doit se faire. Mais moi, je pense qu'avant ça, je vous jure qu'il y a plein de communautés aujourd'hui. Si on faisait un confinement total, ils continueraient à vivre. Et pour chuter, j'aimerais vous dire, j'étais dans les années 90 en Europe, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas souvenance que pendant vos villes mortes, il y a eu des décès. Peut-être que vous étiez au Cameroun, dites-moi. Je n'ai pas souvenance. Mais c'est pour dire qu'en réalité, quand on s'approprie des problèmes de la cité, c'est vrai qu'on attend beaucoup de ce qu'on appelle l'État qui est nous, en fait, en réalité. Mais sur un plan individuel et collectif, je pense que nous pouvons faire beaucoup
pour faire baisser cette pandémie. Maintenant, l'homme de science, je pense que c'est hier qu'il fallait tout confiner. Et je pense que même si on confinait hier, nos collègues, nos frères et sœurs n'allaient pas mourir de faim. C'est le lieu de dire, ici et maintenant, je demande à chacun de nous de s'approprier de ce problème. Vous avez mis de l'eau dehors, que les gens copient le bon exemple. Le danger n'a pas de frontières. Il ne connaît pas le riche, le milliardaire ou le pauvre. Il nous touche chacun dans notre chair. Protégeons-nous et protégeons la vie. Maintenant, je vous dirais que j'irai plus loin. Disciplinons-nous. Le virus n'attend pas 18 heures, la fermeture du couvre-feu du M. Ouattara. Il n'attend pas 15 heures. La distanciation, le fait d'avoir une marge entre deux personnes, qu'on soit dans la réunion, évitons les visites inutiles, confinons-nous. C'est autant de mesures qui vont nous permettre de faire baisser et même de gicler l'épidémie. Mais il y a des mesures d'accompagnement qui restent une préoccupation pour les populations, notamment dans le secteur privé. Le SDF a demandé au gouvernement camerounais de rectifier la loi des finances en 2020 et de prévoir des mesures visant à accompagner les opérateurs économiques qui vont subir les effets dévastateurs de cette pandémie du coronavirus et son impact sur l'économie mondiale. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Je pense que justement, ces discussions doivent avoir lieu rapidement. Je pense sincèrement que je comprends ce problème sur un plan économique. Et je suis persuadé que des mesures doivent être prises dans ce sens. Justement, Duval Fangwa, alors vous avez d'autres préoccupations sur les stratégies qui peuvent être mises en place et les différents pays africains qui se mobilisent, mais également une préoccupation concernant le traitement à base de chloroquine qui fait débat dans les milieux scientifiques aujourd'hui. Alors, justement, professeur, venons-en au traitement. Il y a toute une polémique au sujet, justement, de la chloroquine. On sait que depuis quelque temps, il y a donc cette information qui a été lancée dans l'opinion publique avec la sortie du professeur Raoult, ce chercheur français, au sujet de la chloroquine. Ça a fait débat. On se souvient qu'en France, les gens ont d'abord été un tout petit peu réticents. Cette polémique a enflé à travers le monde. Et puis, aujourd'hui, on a le sentiment effectivement que de plus en plus, on essaye de s'approprier cette recherche, en tout cas cette mesure qui a été proposée en termes de traitement par le professeur Raoult. Quelle est votre position par rapport à cette polémique au sujet de la chloroquine comme traitement contre le Covid-19? Vous savez, j'aime toujours citer Platon qui disait « Il n'est pas plus haï que celui qui dit la vérité ». Mais la science aussi est basée sur la connaissance et des faits. N'ayons pas peur de dire la vérité scientifique, même si ça nous cause beaucoup d'infortune, ça nous fait mal. Mais la bonne science doit être dite. Vous savez, quand nous dépistions, on faisait un dépistage rapide et mobile, on nous disait il y a la sensibilité des tests n'est pas bonne, c'est-à-dire que vous perdez sûrement des gens. Moi, j'ai répondu ceci sauve des vies. Et peut-être pour dire le caractère intéressant, je peux vous dire que dans la Lekki, en 2009, une équipe de la célèbre revue Nature est venue dupliquer sur le terrain l'expérience camerounaise. C'est pour dire que quoi? Raoult soigne des gens au moment où il n'y a rien. Des gens qui sont quasiment condamnés. Il vous dit, j'ai soigné X personnes. Vous dites, la méthodologie n'est pas bonne. Laissez-moi vous dire. J'ai eu des publications, des essais randomisés avec contrôle et tout. On a mené à Yaoundé. Ça, c'est la bonne science. Nous sommes dans l'épidémie. Raoult vous dit, j'ai continué à soigner 80 personnes. J'ai quasiment un succès dans mes opérations. Maintenant, Raoult est à près de 800. Les résultats seront publiés la semaine prochaine. Mais je peux vous dire, pour avoir eu le bonheur de partager certains résultats, qu'il y a quasiment plus de 600 ou 700 qui sont déjà guéris.
Maintenant, pour comprendre ça, il faudrait dire de manière forte qu'ici, Raoul nous démontre qu'on peut être atypique et qu'on réussisse. Maintenant, comment fonctionne cette chloroquine? Justement, c'est ça la préoccupation. On parle de hydroxychloroquine utilisée dans le traitement. De quoi il s'agit concrètement et comment ce protocole est mis en place? Le protocole du professeur Raoul, qui comporte l'hydroxychloroquine, elle agit comment cette hydroxychloroquine? Elle bloque la réplication du virus. J'ai dit tout à l'heure qu'au niveau de la membrane, le virus a un récepteur qu'on appelle la serrure. Et la protéine, et l'une des protéines est la clé. Et c'est par là que passe le vibrion qui va infecter les cellules et se multiplier. Quand ce vibrion entre, si on ne bloque pas la réplication, c'est-à-dire le fait de se dédoubler, j'ai l'usage, quand je m'explique avec mes étudiants, je dis, quand vous savez qu'il y a culture cellulaire, et il y a comme des boursouflures sur la cellule et qui montrent ça. Maintenant, on bloque la réplication, c'est-à-dire la capacité de se multiplier. Maintenant, l'antibiotique que M. Raoul ajoute, prévient l'infection secondaire. Alors, ensuite, je vous en prie, on pourra revenir sur cette précision que vous donnez. D'abord, une pause dans cette émission La vérité en face, avec pour inviter le professeur François-Xavier Mbopikou, qui est expert en épidémiologie et virologie médicale. Nous parlerons du débat scientifique autour de cette question, ce traitement à base de chloroquine qui vient d'être adopté en France par les autorités sanitaires françaises qui ont désormais demandé à ce que toutes les officines, les hôpitaux publics et autres pharmacies puissent prescrire ce protocole à base de chloroquine et d'autres antirétroviraux. Nous en parlerons dans une poussière de secondes. Si vous nous rejoignez à l'instant, l'émission La vérité en face, instant important de cette émission réalisée en direct depuis nos studios à Douala, avec pour invité le professeur François-Xavier Mbopikou, débat scientifique sur ce traitement à base de chloroquine, l'hydroxychloroquine utilisée dans le protocole thérapeutique pour des patients du professeur Didier Raoul à Marseille en France. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment cette chloroquine agit dans le cadre d'un traitement des patients atteints du Covid-19 ? Merci, M. Cédric Noufélé. Je disais ici que sur un plan purement virologique, et parlant de la dynamique de réplication, comment le virus va se multiplier dans le corps humain. J'ai, à l'entame de cette émission, parlé de 3 facteurs. La charge du virus, la charge virale circulante, le nombre de particules qui vont monter dans le corps dès l'enclenchement de l'infection. J'ai parlé des anticorps et de la virulence. Maintenant, la charge du virus. Et j'ai parlé ensuite du mécanisme même du virus. Le virus a à sa membrane une serrure qui est un récepteur. Il y a des protéines qui constituent la clé. La clé. Raoul, quand il prend l'hydroxychloroquine, il bloque la formation de ce clivage entre la serrure et la clé. Il empêche que les cellules se multiplient et empêche la cascade que j'ai qualifiée tout à l'heure de la libération des virions qui va entraîner une cascade de ce que l'on appelle en termes scientifiques des cytokines
qui sont des armées de soldats. C'est très important. Ces cytokines sont pléiotropes, c'est-à-dire intriquées, elles sont ensemble, les soldats sont soudés et elles vont former le réseau des monokines. Et derrière, il y a un autre réseau de soldats qui sont le système du complément. C'est quoi le complément? Ce sont des éléments, c'est 20 protéines qui circulent, 20 autres soldats qui circulent dans le sang à l'état inactif. Et sous l'influence de plusieurs paramètres, elles vont entraîner des lyses des cellules et vont entraîner des cascades de réactions dans notre corps qui vont faire que le rein, le poumon, le cœur, il y a cette cascade de réactions. Et le patient atteint du Covid, virus hautement agressif, virulent, il consomme très vite les cellules, donc il va vite, il bouffe les organes. L'exemple simple, quand Eva Maria Féniaux explique cette dynamique de réplication, un virus hautement virulent va plus vite, et ainsi de suite. Donc, l'équipe de Raoul bloque très vite ces réplications. Maintenant, Raoul s'est dit, je bloque la réplication. Maintenant, j'ajoute un autre antibiotique. Lui, il a choisi l'azithromycine, qui va, d'une part, prévenir l'infection secondaire, et ensuite aussi produire des antiviraux qui vont rentrer dans la bataille. C'est pour ça, M. Noufélé et M. Duval, qu'il y a d'autres protocoles en place aujourd'hui en France qui prennent des traitements du sida, des antiviraux, pour jouer le même rôle. Mais il se trouve que le protocole de Raoul marche. Maintenant, je vais vous dire. Il est parti de 16 patients. Le X scientifique, je dis bien le X scientifique, et ça c'est important pour ceux qui nous regardent, c'est que les protocoles suivent un cours normal, témoins même âge à parier, on n'a pas le temps dans l'épidémie. De toute manière, ils vont mourir. Et c'est randomisé et consort, même âge, témoin. Raoul, lui, vous répond, j'ai un parachute, je sors de l'avion, on va essayer de voir si les gens sautent sans parachute pour voir en fin de compte celui qui est nombre de morts. Non. Donc, des effets secondaires maintenant, de la prise de ce traitement-là? Premièrement, d'abord, que je vous dise, je suis à un stade où je n'ai pas d'option. Je disais à des gens près de moi que j'ai bu l'eau de la rivière à Haut-Port. J'ai mangé dans des régions sans laver les mains. Quand j'arrive dans mon village, je n'ai pas de confort que d'autres ont. Autrement dit, de façon triviale, on y va d'abord, les effets secondaires, on les gère ensuite, après. Là d'abord, voilà d'abord mon option. L'option aussi, je vais vous dire aussi quelque chose. J'ai l'accident au bord de la rue. On veut me faire une transfusion de sang, sinon je vais mourir. Est-ce que j'ai fait le screening biologique pour savoir si le sang est infecté du VIH, de l'hépatite B, hépatite C? Je ne suis pas sûr. Deuxième chose, la batterie que j'ai en biologie au Cameroun me permet peut-être de chercher quelques virus, n'est-ce pas? Si je vois la longueur des virus qu'on fait en Europe, peut-être qu'on cherche peut-être 40 ou 50, n'est-ce pas? Donc, il y a toujours des risques. Maintenant, je vais venir vous dire sur un plan scientifique. Raoul est en train de réaliser une prouesse. Il est déjà sur 800 patients. 80 patients, 79 traités. Maintenant, Raoul dit ceci. Effet secondaire, oui. Mais un pays comme le nôtre, nous avons de brillants spécialistes. On a des brillants cardiologues. On a des brillants infectiologues. Et puis, on a des brillants spécialistes dans tous les domaines. Ceci étant, voilà ce que je tiens à dire. Montrez-moi l'autre option. Mais il faut aussi dire aussi que notre pays doit suivre aussi quelquefois, même sans copier la trajectoire du monde. Mais professeur, pourquoi il y a eu autant de tergiversations autour de l'adoption de ce protocole proposé par le professeur Raoult? Est-ce que de votre point de vue, elle était essentiellement d'ordre scientifique ou bien il y avait une connotation politique ou économique? Monsieur, dans le monde où nous vivons, n'est pas plus savant que n'est pas. Il y a quelque chose qu'on dit souvent, le prophète n'est pas dans son propre pays. Et vous savez que dans les instances chez soi. Voilà, et dans les instances où nous sommes, où je siège aussi souvent, c'est la majorité. Parce que quelque part, il faut faire ça. On décide, c'est la majorité. Parfois, on est mis en minorité. Mais on est mis en minorité pour des raisons quelquefois inconnues. On est mis en minorité, le monde marche comme ça. Donc, il faut bien comprendre qu'il faut, ceci nous inspire à avoir la force même des convictions. Vous avez vu que le président Macron est rentré en arrière. Maintenant, je reviens seulement là pour dire que nous avons en face un protocole. Le Sénégal a adopté, le Burkina, tout le monde. Maintenant, je reviens pour mettre les connaissances scientifiques très simples. J'ai coutume à dire aux gens qui nous entourent, est-ce que vous êtes sûr que pour le traitement d'un paludisme, nous prendrons le même traitement? Non, il y a plusieurs molécules disponibles, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas exclu que d'autres protocoles marcheront, mais pour l'instant,
Qu'est-ce qu'on a de mieux? Raoul, la seule chose. Et pour le cas du Cameroun, de l'Afrique, où cette molécule, la chloroquine, était déjà utilisée dans plusieurs traitements contre le paludisme, va-t-on s'inspirer de ce modèle du chercheur Didier Raoult, ou alors l'Afrique, les chercheurs scientifiques africains vont s'inspirer à la fois des connaissances des plantes médicinales pour pouvoir élaborer un protocole propre aux spécificités et aux réactions des patients africains atteints du Covid-19. C'est une chose intéressante, mais je vous dis encore que je suis au cœur de la pandémie, je sauve des vies et je pense protocole après. Maintenant, je tiens à vous dire, nous avons une richesse de la pharmacopée africaine, mais je reviens encore au cas de Raoult pour dire, nous avons quelque chose qui marche. Cherchons comment nous en procurer rapidement pour sauver nos patients éventuellement mal en place. Nous savons qu'il y aura environ 5% de patients, d'après les études, qui vont. Mais même ces 5%, nous pouvons les réduire. Et Raoult dit aussi quelque chose d'important. Il faut prendre les gens très tôt dès les symptômes pour éviter la cascade. Donc, en prenant tôt, on va éviter la cascade. Je dis bien, le clinicien que je ne suis pas aura ses spécificités, mais il aura besoin du regard du rétrovirologiste ou du virologue que je suis pour bien mener son traitement. Ça, c'est d'un. La deuxième chose que je tiens à vous dire aussi, le débat sur la recherche africaine appliquée au moment idéal va se poser. Mais non, monsieur Noufélé, nous avons tellement de chercheurs, nous avons des spécialistes, même au Cameroun, de la chloroquine. Vous serez surpris de voir que sous le boiteau, nous avons des pharmacologues de renom, de réputation mondiale chez nous. Ici comme ailleurs, en Afrique, nous avons une réponse africaine. Professeur, cela veut dire que vous êtes de ceux qui croient à la pharmacopée traditionnelle africaine comme étant une solution probable de médicaments ou de traitements efficients contre le Covid-19. Monsieur, non seulement je crois, mais j'aimerais dire que l'enseignement supérieur camerounais croit, puisque nous avons un département en faculté de médecine traditionnelle. Donc je ne crois pas, on croit. Je crois, mais il se prouve qu'il y a un département de médecine traditionnelle au Cameroun qui permet de faire ça. Ça, c'est des choses, nous verrons. J'ai mis je suis assez visité ces jours-ci, j'ai mis quelque part dans un rapport où le président Macron disait ce Covid m'a amené à augmenter de 5 milliards d'euros la recherche médicale. Il a dit. Donc ça va se poser avec acuité. Et d'ailleurs, le ministère de la Santé publique lance un appel de recherche, un appel d'offres de recherche. Je pense que si ça peut nous amener à revisiter notre façon de travailler, à donner les moyens aux bons chercheurs pour faire la bonne recherche, le Covid serait le bienvenu. Alors, sans risque de sortir de cette polémique ou de ce succès, de cet exploit entre guillemets du professeur Raoult, je voudrais poursuivre un tout petit peu sur le chemin de cette pharmacopée traditionnelle africaine. Professeur, vous le savez, en parcourant les réseaux sociaux tous les jours, on découvre plein de recettes africaines faites à base de gingembre, de citron, de quinqueliba, on parle même du ndolé, entre autres. Est-ce que, de votre point de vue, ce sont des choses qu'il faut expérimenter ou bien tout de suite, il faut dire, basta, on n'en parle pas? Monsieur Duval? La preuve, d'ailleurs, vous savez, le prix du citron a augmenté de façon astronomique sur les marchés, passant de 1000 francs pour de 100 francs pour un petit tas à 1000 francs, parce que la plupart de ces recettes-là s'inspirent, se font à base du citron. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Duval, j'ai fait toujours, et ça m'amène à rigoler un peu. Vous savez qu'un maître à qui je dois beaucoup, et je crains de le citer aujourd'hui une fois de plus, parce qu'il est mort hier, le professeur Accard. Il était avec nous la semaine dernière, je tiens à lui rendre hommage au risque d'être suspect d'en rajouter, mais m'a appris deux choses. Le premier traitement des infections, c'était l'ordre de la microbiologie, c'est l'alimentation. La deuxième chose, c'est l'observation. Alimentation, observation. Je n'ai pas eu besoin du Covid, monsieur Duval, pour apprécier mes tisanes de gingembre et d'ail. Ça fait du bien pour le corps. Je le consomme et le ndolé
Le ndolé, je le consomme avec affection et c'est un de mes plats préférés, donc j'ai pas eu besoin de coval. Donc si nous mangeons bien, on va bien se porter. Maintenant, j'ai dit que la chloroquine marche avec son association et c'est pas cher sur le Covid, je l'utilise. Mais monsieur, ces recettes de grand-mère là, ce ne sont pas des recettes que j'aime. J'adore ces recettes. J'adore le bon olé, comme beaucoup de gens. J'adore la bonne tisane faite de citronnelle et d'ail et tout ça. J'adore. Je les consomme. Et donc, pour moi, je continuerai à bien manger. Bien manger nous rend bien portants. Le corps se défend mieux, n'est-ce pas? Nous apprennent les nutritionnistes. Mais je dis, et je répète, que le Cameroun doit suivre le mouvement du monde. Professeur, vous avez fait tout à l'heure allusion, on a fait allusion tout à l'heure à cette polémique autour du travail de recherche fait par le professeur Raoul. Est-ce que cela ne permet pas de faire revenir à nos bons souvenirs les travaux du professeur Anoumangou, justement sur la lutte contre le sida avec le fameux Valivax? Monsieur, quand vous parlez d'énormes polémiques, d'énormes choses, je ne parlerai pas de moi ni de bien de personne, c'est que la recherche est parfois injuste. Le monde est parfois injuste. Vous me demandez aussi pourquoi les virus. Je vous répondrai. Le monde est parfois injuste. Parfois, est-ce que vous savez que lui, Pasteur, quand il parlait de la génération spontanée, personne n'a cru en Pasteur, l'homme qui est à l'origine des microbes. Pasteur n'a jamais eu le prix Nobel. Mais c'est l'homme qui a montré le rôle d'une particule qu'on appelle microbe. Pasteur n'a pas eu de prix Nobel. Pourtant, allons dans l'histoire du monde. Est-ce que Martin Luther King a été chef d'État? Est-ce que Aretha Franklin? C'est pour dire que beaucoup de gens font de bons sujets. Vous avez parlé de ça. Parlons des Africains qui ont fait de grandes choses, parce que par rapport à ces gens-là, nous sommes très modestes. Partout, quand je peux le dire, je cite des monuments. Quelqu'un qui est un monument dans la découverte du virus du sida de type 2, qui s'appelle Suleiman Boub. Il n'a pas eu de prix Nobel, il est le co-découvreur. On va citer aussi Jean-Jacques Mouyembe, co-découvreur du virus à Ebola, n'est-ce pas? Qui coordonne la riposte au Congo du Covid. Il n'a pas eu de prix Nobel. Pourtant, il a fait des découvertes énormes. Bon, et à de très modestes niveaux, d'autres ont aussi fait des choses, parmi lesquelles votre humble serviteur. Donc, ce n'est pas ça le problème. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu en matière de recherche médicale, mais l'Afrique doit aussi se prendre en charge. Professeur François-Xavier Bokikeou, nous sommes arrivés au terme de cette émission, au moment où le Cameroun enregistre 139 cas positifs de Covid-19, avec plus de décès que lors des 10 derniers jours, et au moins des cas guéris qui sont encore enregistrés. Quel message adressez-vous aux Camerounais et quel message adressez-vous également aux autorités en charge d'implémenter la riposte au Covid-19 au Cameroun? D'abord, j'adresserai un message tout court parce que je suis partie prenante de la riposte. Et j'ai dit tout à l'heure que nous devons avoir ce que j'appelais l'appropriation. Prenons la lutte, à bras le corps, la lutte contre le Covid. J'ai dit aussi dans mon intervention que nous devons être vigilants et prêts. Ce combat est difficile. C'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît la grandeur d'âme d'un pays. Nous ne sommes pas un petit pays. On est grand. J'ai dit, en parlant du Covid, que nous devons travailler ensemble. Nous devons mettre en pratique tout ce que j'ai appelé les règles d'hygiène élémentaire. Se laver les mains, ne pas se saluer, pratiquer la distanciation sociale. Savoir se tenir, ne pas penser que le bar ferme à 18h et après on ne transmet pas le virus. Toutes ces notions sont importantes. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait un devoir de solidarité collective. Pensons à la personne qui est au front de la maladie, l'infirmier. Pensons à la personne du sida et de comorbidité qui n'a pas de moyens. Pensons à cet homme pour qui la faim dépasse le Covid.
cette solidarité collective. Faisons confiance en la science sur notre propre sol. Copions ce qui se fait de mieux ailleurs. Je lance aussi un appel à la mobilisation de tous ceux-là qui nous regardent aujourd'hui. Créons ce fonds de souveraineté. Donnons les moyens à nos communautés pour se prémunir. Peut-être aussi me permettre de dire ici que nous devenons, avec une icône comme Manu Dibango, qui est ce que nous avions de mieux au Cameroun et en Afrique, à présenter au monde. Manu Dibango, à travers ses mélodies, a su nous transporter dans un imaginaire qui nous a ouvert le champ des possibles. On était fiers d'être le Manu, d'être le frère de Manu Dibango. Ça nous montre que le riche ou le pauvre meurt. C'est pour ça que, sur un plan personnel, j'aimerais témoigner à sa famille nucléaire ma proximité et dire combien je porte, le Cameroun, l'Afrique et le monde portent la douleur. Si vous permettez aussi que je dise un mot en langue anglaise. I strongly believe that we should have the ownership of the fight against this disease. I strongly believe that as individuals, as a community, as a nation, we should stand up and we should stand up to this challenge. We should accomplish the task of a great nation. We should mobilize all our resources. I'm pleading again for a ceasefire within the region of the Northwest and the Southwest. I am begging all our people, my knees down. Let's work together. Let's put aside our tendency of disrespect of the government opinion. For any reason, that's not a problem. Let's put aside those differences and come together as individuals and as a community in curbing the spirit of hate. Et maintenant, pour chuter, j'aimerais dire qu'il y a une question que vous ne m'avez pas posée. Peut-on désespérer? Moi, je dis non. Nous devons résister face à cette pandémie parce que nous gagnerons. Mais nous ne gagnerons pas, M. Noufélé, M. Duval, si au quotidien, nous ne nous humilions pas en regardant le ciel